Salut Joe. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. Alors, je vais te resituer. Donc, tu as été l'un des premiers profs dans la dernière école que j'ai faite, à Phonact. Et tu as été l'un des premiers profs, mais surtout l'un des plus marquants, parce que tu nous as vraiment donné des outils hyper concrets pour aborder le travail selon une méthode qui, selon moi, marche beaucoup et que j'ai pu appliquer sur les 2 années d'école et puis après pour travailler mes textes, mes rôles, qui est la méthode des actions physiques, ou l'actioning en anglais. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler ensemble. Et je vais te laisser te présenter pour commencer. Bon, j'ai eu un training de comédien à une école à Londres qui s'appelle Drama Centre London. Créé par ton père. Oui, c'était mon père, ouais. À l'époque, c'était une école très, disons, avant-garde, disons. C'est-à-dire que c'était très nouveau. Ça sortait des normes de la tradition anglaise, disons. En fait, c'est une tradition qui est venue, qui a commencé avec Jacques Copeau en France. Et la tradition en Angleterre, maintenant, plus ou moins, provient de Jacques Copeau et de Michel Saint-Denis. Michel Saint-Denis était le neveu de Jacques Copeau et il est venu en Angleterre et il a monté une pièce qui s'appelait Noé, qui était très physique. Et tout le travail physique, tout le travail d'imagination, de masque, de préparation, de voix, de culture physique, tout ça, c'était Jacques Copeau et Michel Saint-Denis qui ont inventé ça. Et il est venu à Londres et il a commencé The Old Vic School, qui a débouché de beaucoup de comédiens. C'était très court, mais des immenses vedettes comme Laurence Olivier, tout ça, faisaient partie de ça. Donc voilà, c'est une chose que pratiquement tout le monde ignore, que toutes les grandes écoles, RADA, LAMDA, Guildhall, etc. Qui sont le top, les écoles. En fait, la base de leur travail vient de la France. Et la France l'ignore. C'est bizarre quand même. Et là, maintenant, je suis à Phonact, en France, et j'amène la culture, disons, anglaise. Tu ramènes la France au bercail, voilà, dans les écoles. C'est drôle quand même. Alors voilà, j'ai fait ce training de comédien, et j'ai travaillé comme comédien pendant, je ne sais pas, une 20aine d'années, peut-être plus. Et j'ai travaillé avec des bons metteurs en scène, des moyens metteurs en scène, des mauvais metteurs en scène, et quelques sublimes metteurs en scène. Comme Peter Brook, notamment. Oui, comme Peter Brook, justement. Et c'est après avoir travaillé avec lui que je me suis dit, bon, top. À partir de ce moment, c'est pas la peine, quoi. Je suis au sommet de du plaisir qu'on peut avoir à jouer, de ce qu'on peut faire, donc j'ai dit, j'arrête. Tu t'es dit, je ne pourrais pas aller plus haut. Donc, je ne peux pas aller. D'accord. Donc, alors, je me suis recyclé, disons. On m'a demandé, Maurice Béjart m'a demandé d'aller travailler à Bruxelles dans son école qui s'appelait Moudra. Je ne sais pas si elle existe d'ailleurs encore. Pour enseigner l'art de jouer aux danseurs, à ses danseurs dans son école. Et alors, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, je crois. Ensuite, je suis retourné en Angleterre et puis on m'a demandé d'enseigner à RADA, la Royal Academy of Dramatic Arts, et ensuite à LAMDA, ensuite à Guildhall, où j'ai rencontré Laurent, etc. Et donc j'ai fait ça depuis pas mal d'années maintenant, et à la fois des mises en scène en dehors des écoles, dans des théâtres, etc. Alors voilà, ça c'est mon trajet. Donc on va plutôt s'orienter vers, comme tu as été prof depuis très longtemps maintenant, tu sais bien comment fonctionnent les comédiens, et notamment les jeunes comédiens. Donc on va parler de cette fameuse méthode des actions physiques, si tu veux bien, que tu nous as donné dès le premier jour du travail en disant « Ouais, jouer une putain d'action, jouer une action ». Donc... Et au début, ça peut paraître un peu difficile à comprendre. En tout cas, pour quelqu'un qui venait pas forcément d'un training anglais, et on ne m'avait jamais parlé de méthode avant. Au début, je comprenais pas très bien ce que c'était que le fameux actioning ou alors les actions physiques, quoi. Alors, tout débute
tout vient de Stanislavski, en Russie, en 1880 à peu près, qui a créé cette école, le Moscow Arts Theatre, le théâtre d'art de Moscou. Tout vient de là. C'était le début d'un renouveau complet. Et il a commencé par être un metteur en scène tout à fait normal, disons, tout à fait ordinaire, avec une obsession pour le détail. Les costumes, les accessoires, le bruitage, tout ça. Et sa première mise en scène, qui était la Mouette, enfin non, c'était pas sa première, mais c'est le grand succès, qui a tout changé. C'était sa mise en scène de la Mouette, de Tchekhov, mais c'était tout à fait dans le cadre de ce qui se passait normalement. C'est-à-dire qu'il prenait la pièce, il se retirait chez lui pendant un mois et il faisait la mise en scène. Et il écrivait, on peut lire, il y a un livre sur la mise en scène de la Mouette. Masha entre, elle casse 2 noisettes, elle s'assoit pendant 3 secondes, Medvedenko arrive, sort son mouchoir, se mouche, replace son mouchoir dans sa poche gauche, etc. etc. Tout c'était à comme ce ça. degré de précision, d'accord. Et c'est en travaillant sur les détails de plus en plus qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et qu'il s'est rendu compte que un comédien n'est pas une machine, c'est pas un soldat qui obéit les ordres. C'est quelqu'un qui a une âme et un cœur, et que c'est là qu'il faut chercher son talent. Et qu'un comédien, l'art de comédien, c'est en fait de se donner. On se donne à son partenaire avec qui on joue, et on se donne au public. Et pour moi, ce travail a été complètement, disons, concrétisé avec le travail de Peter Brook. Parce que Peter ne fait pas du tout Stanislavski, mais ce qu'il fait par contre, c'est il travaille sur ce qu'il appelle l'écoute. C'est entendre, mais vraiment entendre ce qui se passe chez quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous. Pas entre les personnages, oui, mais entre nous, toi et moi, là, il se passe quelque chose. Et le public le sent. Et donc, c'est extrêmement vivant. Il s'est rendu compte que c'est de ça qu'il s'agit. Donc Stanislavski, tu veux dire? Stanislavski, oui. Stanislavski s'est rendu compte qu'il s'agit de chemistry entre 2 personnes. Qu'il y a de la chimie entre 2 personnes. Entre 2 personnes, ouais. Alors, il a développé ce qu'il appelait le système. Et on peut le lire dans An Actor Prepares. Il y a un autre livre écrit par un comédien qui était dans la compagnie de Stanislavski, qui s'appelle Stanislavski répète. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que là, tu as tous les détails de comment il s'y prend. Et il fait le Tartuffe. Alors des détails incroyables. C'est vraiment intéressant. Donc, en parlant Stanislavski et tout ça, c'est pas la loi, c'est pas en disant si on fait pas ça, on peut pas être comédien, pas du tout. Mais c'est une technique, c'est un système, une discipline qui peut aider beaucoup de gens qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas comment s'y prendre. Une fois qu'on a une carrière, qu'on a beaucoup joué, on en a moins besoin. The method, telle qu'on la connaît nous, c'est une espèce de mishmash entre ce qu'a fait Stanislavski et The Actors Studio, dirigé par Lee Strasberg à New York, qui est issu de la méthode de Stanislavski, et ils ont développé the method, la méthode à l'américaine. Alors, actioning, c'est aussi autre chose. Alors, pour moi, il y a ces 3 choses. Il y a Stanislavski, The Actors Studio et actioning. Actioning, c'est une chose qui peut être très intellectuelle. C'est-à-dire que
le mot-clé, si tu veux, c'est one sentence, one thought. Donc, une phrase, une pensée. Une pensée. Et alors, chaque phrase, tu as une nouvelle pensée. Donc, ce n'est pas des blocs de Non, pensée. ce n'est pas des blocs, c'est une par phrase. phrase. Ah ouais. C'est moins une pensée qu'une action physique. C'est-à-dire qu'avec cette phrase-là, qu'est-ce que je te fais à toi? Je te caresse, je te chatouille, je te confronte, je te punch, ouais. Tu vois, et c'est toutes des actions physiques comme ça, et qui en effet fait que le travail est extrêmement précis. Donc tu dis sur chaque pensée, enfin sur chaque phrase, c'est une pensée qui correspond à une action, mais c'est pas une action réfléchie. C'est pas par exemple je pleure ou je suis triste ou c'est pas une action. Enfin c'est pas un truc. C'est des verbes transitifs. Je fais quelque chose à quelqu'un, quoi. Voilà, je fais quelque chose à quelqu'un. On parle d'actions physiques, mais elles sont pas nécessairement physique. Je dis, je te chatouille, mais je ne vais pas aller te chatouiller. Bien sûr. Je te chatouille avec les mots. Dans l'intention, en fait. Dans l'intention. Avec les mots, je te chatouille. Ou je sais pas quoi. Menace. Je te menace. Ou rabaisse. Et il y a des dictionnaires qu'on peut trouver de actioning qui commencent alphabétiquement. Et tu peux chercher ça. Et c'est très intéressant, c'est très utile. À mon avis, il y a un metteur en scène anglais qui s'appelle Max Stafford Clark, qui était à the Royal Court Theatre, et il utilise cette méthode. Et c'est vraiment, tu vois la clarté d'une mise en scène, la pièce, elle est, pour moi, j'ai dit, mais pour moi, c'est froid. Il n'y a pas de cœur. Et parce que c'est tellement précis, il n'y a plus vraiment, tu me parlais tout à l'heure, il n'y a plus vraiment de place pour l'instinct du comédien. Parce que c'est tout réglé. Donc pour moi, c'est un outil utile, mais qui a ses limites. La méthode Stanislavski, c'est moins précis, c'est plus général. C'est-à-dire qu'il parle, en anglais, je ne sais pas comment c'est en français, des actions, des objectifs, etc. Alors, il y a 5 questions qu'un comédien doit se poser. Quoi? Pourquoi? Donc quoi? C'est quoi le quoi? Alors, je vais revenir. D'accord. Quoi? Pourquoi? Comment? Où? Quand? Et mais. M-A-I-S. Donc, le quoi, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Mais en particulier, selon moi, c'est pas qu'est-ce que je désire dans la vie, c'est qu'est-ce que je désire de toi. En tant que personnage? En tant que personnage, nous sommes en train de jouer une scène, et qu'est-ce que je veux de toi? Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Qu'est-ce que je veux que tu dises? Qu'est-ce que je veux? Je veux t'emprunter de l'argent. Alors voilà, je veux que tu me donnes de l'argent. C'est quelque chose de très simple, ou ça peut être très compliqué. Je veux que tu assassines le roi de l'Angleterre. Tu vois, ensuite, il y a le pourquoi. Pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que je veux ça? Qu'est-ce qui m'amène à vouloir ça? Dans quel but est-ce que je veux ça? Donc, je veux que tu tues le roi d'Angleterre pour que je puisse devenir, moi, la reine d'Angleterre. Parce que toi, ayant tué le roi, tu deviendras roi toi-même. Je parle de Macbeth en ce moment. Donc, ça, c'est mon but. Le pourquoi, c'est mon but. Dans quel but est-ce que je fais ça? Ensuite, il y a le comment. Alors là, c'est très, très compliqué. C'est comment est-ce que je m'y prends pour te persuader de faire ce que je veux que tu fasses. Comment est-ce que Lady Macbeth s'y prend pour persuader Macbeth de tuer le roi, qui est un crime absolument... c'est le plus grand crime qui puisse y être. À cette époque, en Angleterre en tout cas, les régicides, il n'y a pas pire comme crime. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour persuader Macbeth de faire ce crime? Est-ce qu'elle le séduit? Est-ce qu'elle le menace? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle s'y prend? Alors ça, c'est les 3 grandes questions. Ensuite, il y a où et quand. Alors, où sommes-nous? Dans le métro? Où est-ce qu'on est dans la chambre des députés? Où est-ce qu'on est au lit? Où sommes-nous? Ça change tout. Et
quand? Alors quand c'est dans quel siècle, dans quel mois de l'année, à quelle heure de la journée. Tout ça influence énormément comment on va faire ce qu'on va faire, ce qu'on essaie de faire. Et le mais, c'est l'obstacle qui se présente à toi. Donc je veux que tu ailles tuer le roi d'Angleterre, mais j'ai un problème, c'est que tu ne veux pas le faire. Alors s'il n'y a pas de mais, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de drame. Parce que, en fait, la dramaturgie, le drame, c'est des conflits. Ça peut être des minuscules petits conflits ou des immenses conflits. Mais s'il n'y a pas un obstacle à ce que je veux, il n'y a pas de scène. Si je veux que tu ailles tuer le roi d'Angleterre, tu dis « Oh, d'accord, hop, ça y est, c'est bon. la scène est finie. Il n'y a plus de scène. » Donc, alors, l'obstacle peut être un obstacle extérieur à soi-même ou intérieur à soi-même. C'est-à-dire que je veux te déclarer mon amour, mais je suis tellement shy, comment on dit ? Timide. Je suis tellement timide que j'y arrive pas. J'arrive pas à surmonter l'obstacle de ma timidité. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, je ne le dis pas. Par exemple, tu peux prendre la scène entre Lopahin et Varya à la fin de la Cerisay. Il va proposer à Varya de l'épouser et ils finissent par ne rien dire. Ils parlent du beau temps et c'est tout. Et qu'il fait froid, le thermomètre est cassé, tu vois. C'est une pièce, c'est une scène de génie qui est, soit dit en passant, elle est prise de Tolstoï, de Anna Karenina. Bon, enfin bref. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas « Est-ce que vous voudriez être ma femme ?» Il le veut, elle veut qu'il lui dise, elle fait rien, mais rien pour l'aider, et lui, il ne fait rien non plus. C'est une scène absolument géniale. Quand le théâtre de Moscou l'ont fait, ça durait un quart d'heure. Ah ouais. Paraît-il. Donc, ils ont tous les deux un obstacle intérieur qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Oui, parce qu'elle, elle veut lui faire, enfin, elle veut qu'il dise, elle veut qu'il déclare son amour, et son obstacle à elle, du coup, c'est son incapacité à lui de sortir. Ce serait quoi son obstacle à elle ? Ce serait quoi son mais ? Alors, c'est assez compliqué. D'une part, lui ne dit rien. Donc, alors, le quand est très important là, parce qu'à l'époque, une femme ne pouvait pas dire à un homme « marie-moi, épouse-moi ». C'était impossible. Donc, si tu fais cette pièce, si tu la situes de nos jours, cette scène n'aura aucun sens. Aucun, à mon avis. Donc, quand est-ce que ça se passe est absolument capital. Donc, il y a un tabou immense qui l'empêche une femme de dire à un homme « Est-ce que tu voudrais bien m'épouser ?» Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'elle attend ça depuis des années et qu'elle n'ose pas, c'est une femme très très guindée, disons, elle n'ose pas, elle est trop timide, sa timidité l'empêche de lui donner un coup de main, tu vois, alors elle fait semblant de chercher quelque chose, ah oui j'ai perdu un truc, où est-ce que ça peut bien être, et lui dit qu'est-ce que vous cherchez, il dit elle lui répond même pas, tu vois, elle est dans la fuite, tu vois, elle a la couleur de ton pull, tu vois, elle rougit, elle peut pas, tu vois, elle le veut tellement, mais elle sait pas comment faire pour l'avoir, c'est ça. Et lui c'est beaucoup plus compliqué, il n'est pas amoureux d'elle, mais elle serait la parfaite femme pour lui, mais il n'est pas amoureux d'elle. Donc, il ne peut pas s'y résoudre. Et dans ces cas-là, est-ce que la question du qui je suis est importante pour jouer la scène ? Parce que la question du qui je suis, je sais qu'avec toi, c'est la grande question. On sait jamais. Enfin, toi, tu conseilles de travailler cette question du qui je suis, non pas comme le personnage, mais l'acteur. Alors, oui, ça c'est moi. Hein. Ça c'est. Ouais, mais je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas ce que les autres gens disent. Pour moi... Parce qu'elle entre en compte forcément, cette question du qui je suis, dans les obstacles aussi, des personnages. Oui, pour moi, le qui je suis
se trouve en trouvant comment on fait son action. Comment je veux que tu tues le roi dans le but de devenir reine. Comment est-ce que je m'y prends? Et c'est dans ce comment qu'on trouve son personnage. Dans les actions, donc. Dans les comment de l'action. Comment est-ce que je m'y prends pour te persuader? Parce que moi, Joe, je le ferai d'une certaine manière, toi, Julie, tu le ferais d'une autre manière, et tout le monde il s'y prendrait différemment. Mais Lady Macbeth, elle s'y prend d'une certaine façon, et pas d'une autre. Donc, en trouvant comment est-ce qu'elle s'y prend, comment est-ce qu'elle surmonte les obstacles, etc., c'est là qu'on découvre le personnage. Et le personnage vous vient. On n'a pas besoin d'aller le chercher, à mon avis. D'accord, donc le personnage, il faut partir du principe que c'est nous. Oui. D'accord, donc en fait, c'est un travail très, très introspectif de savoir, parce que si on se révèle par la façon dont on agit, par nos actes, parfois ça peut être dur de pouvoir répondre à ce genre de questions, parce que dans la vie, j'espère qu'on n'a jamais fait l'expérience d'un meurtre. Tu vois ce que je veux dire? Donc comment justement tu arrives à faire le lien entre le qui je suis, le comment je fais mes actions, comment je me révèle, et l'expérience que moi, comédienne, j'ai? On a tous eu quelque chose dans la vie. Tout le monde, à mon avis, tout le monde a tout en soi. C'est une simple question d'accès. Moi, je vois ça comme une harpe. On a les cordes, on dit les cordes pour une harpe. On a tous toutes les cordes de l'harpe. Sauf que, pour la plupart d'entre nous, les 3/4 sont rouillés. Alors on se sert de 3, 4, 5, 6 cordes maximum. Et tout le reste est là, mais on ne s'en sert pas. Et ça correspond à quoi, ces cordes? Ça correspond à si tu peux être un meurtrier, si tu peux être un amoureux, si tu peux être un banquier, si tu peux être un type qui va sur la Lune. Okay. Toutes les émotions et toutes les actions humaines, on les a en nous. Tout le monde peut devenir un tyran et tout le monde peut devenir une nonne, tout le monde peut devenir tout le monde. Mais on n'a pas accès. La plupart des gens n'ont accès que je vais au bureau et je prends le métro, boulot, dodo. Tu vois, certains comédiens ont un accès à des centaines de choses. Mais on a toutes les couleurs, mais on se sert de 2 ou 3. Donc comment tu conseillerais de travailler cet accès à ces autres couleurs, à ces cordes rouillées? D'abord, il faut reconnaître nos limites. On a tous des limites. Certains ont beaucoup de limites et d'autres personnes ont moins de limites. Mais je dois bien me rendre compte que maintenant je ne suis plus un jeune homme et je ne peux plus courir, faire n'importe quoi. J'ai des limites physiques parce que je suis plus jeune. Et on a tous des limites physiques, émotionnelles, etc., etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas aborder. C'est trop difficile, c'est trop pénible pour certains d'entre nous. Il y a des choses qu'on peut aborder. Et il faut du courage. Il faut du courage pour voir, est-ce que je peux, une fois que je sais quelles sont mes limites, est-ce que je peux dépasser ces limites un petit peu? Si je mets le doigt de pied dans l'eau, c'est pas si mal que ça, est-ce que je peux y mettre le pied? Est-ce que je peux aller jusqu'au genou? Jusqu'où est-ce que je peux aller en remaining safe? En restant en sécurité, ouais. Une grande partie de ça, c'est la culture. S'exposer à l'art, à la musique, au théâtre, au cinéma, à la lecture. Toutes ces choses-là qui vous ouvrent. Je me souviens, je t'avais peut-être raconté cette histoire, un ami à moi avait insisté. On était dans un musée, il avait insisté qu'on aille voir un petit tableau. C'est dans le musée pendant des heures, moi j'étais complètement crevé. Non, on rentre à la maison, je suis trop crevé. Non, je veux que tu vois ce petit tableau. C'est un petit tableau grand comme ça, je ne sais plus de qui c'était. Et je dis, ouais, c'est un vase sur une assiette avec une fleur. Tu te fous de moi ou quoi? Et il me dit, va le regarder de plus près.
va le regarder. J'ai dit, bon... Et au bout de 5 minutes, je pleurais. J'étais en larmes. Et il m'a forcé à voir une chose que je ne voyais pas, je ne voyais absolument pas. Mais je l'avais en moi de la voir. Je l'avais en moi de voir l'humanité de cette rose dans ce vase. C'était époustouflant. Et donc, il suffit de vouloir, mais il suffit aussi d'être ouvert à tout. Et pour s'ouvrir à tout, à mon avis, c'est à travers la culture qu'on peut le faire. Dans la vie, c'est difficile d'être ouvert à tout. Mais avec la peinture, avec la musique, de s'ouvrir à tout, de pouvoir accepter d'être ouvert à Beethoven aussi qu'à Sting, si tu connais que Sting, et que tu Beethoven, Mozart, Schubert, Wagner, je ne sais pas quoi, tu ne connais pas, tu es complètement fermé. Tu n'es pas ouvert. Et à mon avis, à travers la culture, disons, tu peux t'ouvrir à la vie. Et en fin de compte, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la vie et de pouvoir se donner soi-même dans un cadre qui est, comme on dit, sécure. Moi, ça me parle ce que tu me dis, mais moi, je suis comédienne. Je vais au ciné ou je vais voir un tableau, ça me parle. Et demain, j'ai une répétition et j'ai un blocage. J'arrive pas à accéder à, mettons, je dois jouer une reine ou quelqu'un qui veut devenir reine et qui pour ça veut tuer le roi. Comment est-ce que je peux faire le lien entre l'expérience que la culture m'apporte et le travail de comédienne? Peut-être qu'on va revenir sur les actions, je ne sais pas. Bon, non, pas tellement. Pour moi, là, c'est une question, en anglais, c'est the big if. Si. Le grand si. If, si j'étais dans cette situation, si je voulais être reine, si mon mari était un sale petit con qui ose rien faire, il sait seulement découper les gens en morceaux, mais dans une bagarre, dans une bataille, mais il ne peut pas faire des choses si, etc., etc., etc. Qu'est-ce que je ferais moi? Et avec ceci, donc l'imagination, tu peux t'approcher de ce problème. Mais aussi, tu peux te dire, bon, je n'ai jamais tué personne, mais c'est vrai que l'autre jour, j'ai donné un grand coup de pied dans un sale cabot qui m'attaquait, par exemple. Et je lui ai vraiment foutu un coup de pied et il est parti en hurlant. Cette expérience, disons. On ne cautionne pas la violence sur les animaux, mais c'est un exemple. Tu peux prendre cette expérience où tu peux dire, tu étais tellement fureur que t'as flanqué une assiette par terre en fureur et que tu as cassé quelque chose parce que tu étais tellement furieuse. Tu peux prendre cette expérience-là, la sensation de cette expérience-là est la même que pour aller tuer le roi, disons. Alors ce que tu peux dire, c'est que lorsque je pense à aller tuer le roi, ça me fait penser à quand j'ai fait ci, ou quand on m'a fait ça, ou quand un tel et telle les choses est arrivé, ou quand j'ai vu ça dans la rue, ou ça me rappelle... ah oui, je me rappelle la première fois que j'ai entendu la 5e symphonie de Shostakovich, je sautais par terre et j'étais comme ça, tu vois. Il y en a, c'est le foot, d'autres c'est... Oui, exactement. Je disais ça justement l'autre jour à un des élèves, je disais, c'est comme ce type qui a raté un but pour la Coupe du Monde. Ouais. Et on ne se souvenait plus du joueur que c'était. Voilà, tu as raté la Coupe du Monde, vieux. Voilà, maintenant, joue la scène. Ouais, imagine-toi que tu viens de perdre la Coupe du Monde parce que tu as déconné. Donc en fait, c'est par rapport à toute expérience est valide en fait. Toute expérience. Par rapport à, même si par exemple tu as perdu ton hamster et ça t'a rendu infiniment triste à 5 ans, tu peux te servir de ça et de la sensation que ça t'a procuré pour jouer
une mère qui perd un enfant, voilà, par exemple, exactement. même si c'est pas du tout le même degré de puissance de l'émotion, mais en tout cas, l'essence est la même. Enfin, c'est pas le même enjeu, mais on va dire que l'émotion est la même. Mais tu sais, pour un enfant de 5 ans, perdre son hamster, ça peut l'être. C'est une tragédie, ouais. Je parlais aussi l'autre jour à une étudiante qui disait qu'elle avait perdu son chien, mais elle était détruite pendant 3 semaines. Elle a perdu son chien, mais elle l'a pleuré comme elle n'aurait jamais cru que ça aurait été possible. Mais, donc, on a des équivalences. D'accord. Et on peut les... Donc, c'est comme ça, lorsque j'avais tel âge, alors on dit bien que c'est du jeu en français, c'est un très beau mot. On joue. Et donc, on joue à se faire croire telle et telle chose. Ça me rappelle quand j'avais tel âge, ça me rappelle quand et on se réfère. Alors, le plus on s'ouvre à des expériences, à la vie, le plus on peut apporter ça dans le jeu du comédien. D'accord. Mais c'est vrai que, pour en revenir aux actions, lorsque tu te poses ces questions, ça te donne une structure dans laquelle tu peux être libre. Si on n'a pas une structure, on risque de tomber dans le fait qu'on cherche à avoir des émotions et à s'émouvoir soi-même. Et en fait, personne ne veut avoir des émotions. Ou bien on en a, ou bien on n'en a pas. Si tu vas à un enterrement, tu ne veux pas pleurer. Tu pleures, disons. Parfois on ne pleure pas, mais tu ne veux pas pleurer. Mais tu pleures parce que tu as des émotions. Or, si on n'a pas une structure d'action, ne sachant pas où aller, tu vas directement aux émotions et tu cherches à créer des émotions et à te faire plaisir, en fait, en fin de compte. Et se faire plaisir, qu'on fasse intimement chez soi. Moi, je n'ai pas envie de voir les gens qui se font plaisir sur la scène. Hein? Alors, quand on a une structure, elle n'est pas rigide, mais elle est solide. Et là, c'est comme un cadre d'une peinture. Une peinture sans cadre, beaucoup de peintures, pas toutes, hein, bien sûr, ne sont pas finies. Et alors, quand tu as un cadre, tu sais que tu peux être libre dans ce cadre. Alors, le cadre peut être immense ou il peut être tout petit. Ça, c'est à toi de voir pour la scène, pour le personnage, pour la mise en scène, etc. Mais une fois que tu as un cadre, tu sais quelles sont tes limites. Je ne peux pas aller plus loin que ça, ou que ça, ou que ça, ou que ça. Dans ce cadre-là, je suis libre. Donc, quand je sais ce que je veux, pourquoi je le veux, comment je vais l'avoir, qu'est-ce qui m'empêche de l'avoir, où je suis, quand je sais tout ça, quand je me suis posé ces questions et que j'ai trouvé plus ou moins des réponses, je suis libre de partir où je veux avec le texte, pourvu qu'on respecte le texte. Ça, c'est évidemment. Et donc, cette structure, c'est elle qui te donne la liberté. D'accord. La plus grande, à mon avis. Et donc après, parce que parfois, il y a des metteurs en scène qui veulent qu'on pleure à tel moment, ou souvent, c'est peut-être plus valable au cinéma. Mais donc, je sais que ça peut faire l'objet de blocages chez les comédiens. Donc pour toi, tu dirais, pour un conseil que tu donnerais pour déboulonner ces blocages-là, c'est faites-vous une structure, jouez une action, et comment dire, pour se libérer de ces fameuses émotions qui doivent arriver à tel ou tel moment. Comment tu travaillerais en fait l'état émotionnel et physique d'un personnage quand tu sais que dans la structure que tu peux te donner, il faut quand même qu'à tel moment ou à tel moment, tu répondes aux besoins d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène? Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. D'une part, à mon avis, si tu es dans la situation, si tu y crois, si tu as confiance en toi et confiance en la personne avec qui tu joues et avec le metteur en scène, si tu as vraiment confiance en tout ça, ça viendra de toute façon.
si ça ne vient pas, if you can't act it, fake it, comme disait notre professeur. Je ne sais pas si je vous dis ça à vous. Si, ça me dit quelque chose. Je vais te raconter une histoire. Ma femme et moi, on est allés voir une mise en scène de Othello. Non. Das Riese, pardon, pour en revenir à Tchekhov. Et dans l'acte 4, il y a le personnage de Pischik qui vient, qui cherche des sous pendant toute la pièce, il cherche des sous, il arrive, il a trouvé des sous. Et il arrive comme un tremblement de terre, il arrive, ouais, salut, bonjour les gars, voilà, j'ai de l'argent. Et tout à coup, il se rend compte qu'ils ont fait leur valise, ils ont tout enlevé dans la maison, il n'y a plus rien, et ils s'en vont. Et c'est la fin d'une époque, c'est la fin, ces gens qu'il adore, Lyubov Andriana s'en va à Paris, Gariev se prend un boulot dans un banquier, Trofimov et la fille Anya s'en vont à Moscou, à l'université, etc. Et donc c'est la fin d'une vie, quoi. Et alors l'acteur qu'on a vu qui jouait ce rôle, il s'est retourné, Judi Dench qui jouait Lyubov Andreevna, et quand elle a dit oui, elle dit demain on s'en va à Paris. Il a regardé, choqué, il s'est tourné de dos et il s'est mis à pleurer. Et on voyait comme ça. Et c'était tellement émouvant, tu ne peux pas savoir. C'était vraiment ce moment génial. On va voir le comédien après, on lui dit « Oh putain, c'était génial, c'était formidable. » Et « Oh merci. Ouais, là, quand tu as pleuré, là, c'était absolument foudroyant. » Il m'a dit « Ah non, je pleurais pas, je rigolais. » C'est Judi Dench m'a fait une farce. Mais non. Et j'éclatais de rire, j'en pouvais pas. Oui. Alors que dans la mise en scène, il fallait qu'il pleure à ce moment-là. Oui. Et en fin de compte, pour vous qu'on le croit, nous, on l'a cru. Donc, en fin de compte, c'est ça l'important. D'accord. Qu'on le croit. Donc, c'est contradictoire avec... Oui, il faut qu'on soit vrai, et d'un autre côté, il faut qu'on soit vrai dans le meilleur des cas, mais sinon, on fait semblant. If you can't do it, si tu ne peux pas pleurer, prends un oignon et si le metteur en scène veut des larmes, tu le fabriques. D'accord. Tu le joues si tu ne peux pas le trouver. Parce que comment, toi, tu conseillerais de travailler justement ces états émotionnels pour le fameux accès à ces cordes? Parce que parfois, ça peut être... donc, tu conseillerais de le bosser en amont? C'est dans une préparation? Alors, moi, personnellement, ça c'est ce qu'on m'a appris à mon training et aussi ce que je trouve le plus utile. Il y a des tricks, des trucs. Ouais, des astuces, ouais. Des astuces pour se préparer. En général, très peu d'écoles même travaillent sur la préparation. C'est-à-dire, en général, ce qui se passe, c'est qu'un comédien joue la scène et à la fin de la scène, il est plus ou moins dans l'état qu'il devrait être au début de la scène. Donc, il se sert de la scène pour se préparer. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut qu'il se prépare avant et quand il rentre en scène, qu'il soit dans l'émotion qui est nécessaire pour jouer la scène. Alors, il y a des tas d'exercices qu'on peut faire. On peut chanter des chansons, on peut se mettre dans un état physique, on peut faire un animal, par exemple. Disons, si tu te sens comme c'est dans une cage et que alors tu peux faire un animal qui est dans une cage, tu vois, mais que c'est physique, c'est pas intellectuel. Okay. Il faut éviter, à mon avis, l'intellectualisme, l'intellectualisation, ouais. Que le plus ça se passe dans ton corps, le mieux c'est. Et si on voit les comédiens russes, c'est tout dans leur corps. C'est hallucinant de voir à quel point c'est leur corps qui joue, plus que leur tête. En France, j'ai l'impression que c'est beaucoup la tête. Oui, on a beaucoup moins cette culture de...
d'un acteur qui est complet, qui a un corps et une tête. J'ai l'impression que c'est beaucoup « vas-y à l'instinct », c'est inné. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai faite quand j'étais en France, quand je faisais mes études de théâtre en France. Et pour la première fois, quand je suis arrivée en Angleterre, on m'a dit « bah non, on va commencer par faire des jeux », et c'était physique. Et à la fin de mon premier cours, j'étais en transpiration, j'étais en PLS, j'en pouvais plus. Et c'est à partir de là que le jeu a pu vraiment commencer à émerger. Le jeu déjà ludique, tu vois, enfin, je m'éclatais sur le plateau, j'étais trop contente parce que physiquement, j'étais présente, je jouais avec le corps avant de jouer avec la tête. Et c'était, enfin, j'ai vraiment vu la différence et ça a tout changé chez moi. Ça, et je te dis, bah, pour aborder le travail aussi, le fait de jouer une action, on n'a pas vraiment cette culture-là non plus de, on joue une action physique, on fait quelque chose à quelqu'un, parce que finalement, c'est ça l'essence de la, enfin, dans la vie, de manière générale, on parle tous pour convaincre, pour persuader l'autre, pour le charmer, enfin, on fait tous une action en fait. Derrière chacune de nos phrases, il y a une intention qu'on n'intellectualise pas parce que c'est naturel. Mais c'est vrai que souvent, je pense que ça peut être un piège dans lequel on peut tomber en tant que comédien ou comédienne, c'est d'essayer de jouer les mots plutôt que de jouer la situation et de ce qu'elle raconte vraiment, de ce qu'elle dit vraiment. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire l'un sur l'autre? Et on essaye tous de changer l'autre. Voilà. Donc je trouve que ça a été vraiment révolutionnaire, cette méthode des actions, de tout d'un coup, chaque phrase correspond à une intention de jeu, une tactique. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon comédien, tu dirais? Quelqu'un qui dit la vérité. Ok. Et s'il n'arrive pas à la dire, qu'il fasse autre chose. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Et s'il n'arrive pas à la dire, il se replie sur la technique. De la technique de scène, c'est de la technique de comment faire semblant, comment jouer, en fait, compte. Donc, ce n'est pas un art parfait, c'est pas pur, l'art du comédien. Il faut vouloir faire « tadam !» me voilà. Il y a une part de ça, et sans ça, tu peux avoir toutes les émotions que tu veux. Si elle ne passe pas la rampe, elle ne passe pas la rampe, et qu'est-ce qu'on peut s'en foutre? Que tu es plein d'émotions, que oh, je sens... Si tu ne me le fais pas passer, si tu ne le donnes pas, pour moi, ça ne me sert à rien. C'est comme si c'est pas la peine. Et très souvent, lorsque des comédiens on répète et qu'ils se prennent leurs pieds, tu vois, ils s'amusent comme des fous, en fin de compte, ils n'ont pas envie de le faire devant un public. Et sans cette dernière maille de la chaîne, ça n'existe pas. C'est la boucle qui ferme quand il y a un public. Sinon, c'est là que tout à coup, tout tombe en place. Le public fait partie de l'enjeu. Et si tu ignores le public, si tu le fais que pour toi-même, c'est vraiment pas la peine, quoi. Et donc, qu'est-ce qui correspondrait à cette envie de donner au public? Ça correspond à l'envie d'être vu, qui est contradictoire à l'envie de se cacher. D'accord. Donc, à son obstacle personnel voilà. de comédien, ok. Si on n'a pas envie de donner, tu sais, pour moi, je dis souvent, jouer, c'est comme de l'amour. L'amour, ça se donne. On peut ressentir l'amour tant que tu veux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si tu ne me donnes pas ton amour, qu'est-ce que ça me fait, moi? C'est comme si tu ne m'aimais pas. Donc, si tu veux qu'il y ait une relation d'amour, il faut donner son amour. Et c'est la même chose pour le théâtre. Il faut se donner soi-même au public et à notre partenaire, les deux. On joue pour le public avec le partenaire. On ne joue pas pour le partenaire et on ne joue pas pour soi, on joue pour le public. Et s'il n'y a pas cette envie... Géraldine, je vais raconter une histoire, on lui a demandé de faire Cymbeline, qui est une pièce de Shakespeare, une des dernières pièces qu'il a écrites, et de jouer Imogen avec 2 semaines de répétition. Elle l'a fait, elle m'a dit après, en fait, je m'en fous de moi. Je voulais simplement que le public entende ces mots que je dis, parce qu'ils sont superbes. Ce qu'elle dit, cette femme, les mots
que Shakespeare lui donne sont insensés de beauté. Et pour elle, elle a dit, pourvu que c'était mon seul désir, what I wanted, c'était get these words, please, hear this. Entendez ces mots, parce que c'est extraordinaire ce qu'on m'a donné à dire. Et tu vois, et si tu n'as pas ce désir, pourquoi jouer? Ouais, bah, le désir de se mettre au service d'une pièce, voilà, d'un auteur. De se donner, se mettre au service de... De n'être qu'un tuyau pour faire passer voilà. une pièce, mais de n'être qu'un maillon de cette oui, fameuse chaîne. On n'est pas, exactement... On n'est pas là pour soi, quoi. C'est vouloir se mettre au service d'une... se faire... C'est d'être humble. Une certaine humilité pour dire, avec le talent qui m'a été donné, tel qu'il est, je vais essayer de donner vie à cette chose qui, c'est de l'encre sur du papier en fin de compte. Hein. C'est pas plus que ça. C'est tout ce que c'est. Et c'est les comédiens, c'est les metteurs en scène, c'est les techniciens. Ensemble, tout le monde donne vie à de l'écriture. À une histoire, ouais. Et j'avais une question sur le fameux instinct du comédien, t'en parlais tout à l'heure. Et en quoi c'est compatible avec, justement, travailler une certaine méthode? Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en tant que comédien, je commençais par la méthode. What's my action, blablabla. Et finalement, je me suis rendu compte que ça m'inhibait un peu, disons, plus qu'un peu. Et lorsque je me suis rendu compte, mais ne dis pas ça à mes élèves, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai ignoré ça pour le début, les 2 premières semaines de répétition. C'est-à-dire que je fais d'instinct. Je fais ce qui me vient. Ayant lu la scène, ayant fait les recherches nécessaires, ayant compris, disons, les situations, les personnages, les rapports, les intentions, tout ça, ayant ingurgité tout ça, je fais ce qui me vient. Et ensuite, je dis, now what was my action? Quelle était mon action là? C'était de ça. Et ensuite, je concrétisais tout, un peu, pas au début. Donc, je laissais mon instinct. Donc l'inverse de la méthode d'abord, qui est on voit ce que ça donne, une chute libre. Je suis au clair avec la situation, ce qui se passe, les enjeux de la scène, et je vois où ça m'amène instinctivement, naturellement. Et ensuite, si c'est juste, si le metteur en scène dit oui, ça c'est la bonne voie, alors là je me dis alors mon action c'était 2, etc. Et je le concrétise comme ça. Maintenant, je peux faire ça tous les soirs pendant 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais, et parfois, quand tu joues une pièce pendant très longtemps, au bout de quelques mois, qu'est-ce que c'est mon action, tout ça tu te réfères, tu revois, tu as des notes. Oui, c'est ça. Ça donne des repères concrets pour rendre le texte intelligible, en fait. Oui, parce que tu peux te perdre, tu vois, en faisant une longue run, comme on dit. Représentations, représentations sur du long terme. Voilà. Et pour en revenir aux actions, je vais raconter une autre histoire. Géraldine, ma femme encore, elle jouait Gertrude dans Hamlet. Elle rentrait tous les soirs en disant, mais je ne sais pas pourquoi, mais le public rit quand je dis Hamlet, the cup. Tout le monde s'effondre de rire. Alors elle a dit, je parle au metteur en scène, il m'a dit, alors... Plutôt que je dois tomber dans le bras de Hamlet. Alors elle lui dit, alors dis la phrase et tombe. Rire. Alors tombe et dis la phrase. Rire. Et moi je lui dis, quelle est ton action? Elle me dit, écoute, je ne suis plus à l'école, je ne suis pas un de tes élèves, Joe, alors fiche-moi la paix avec tes actions. Ça n'a rien à voir. Je lui dis, play an action et tu n'auras pas de rire. Qu'est-ce que tu es ton action? Elle m'a dit, mais écoute, j'en sais rien, tu m'énerves avec tes actions. Elle est partie au théâtre ce soir-là, et puis elle est revenue après le spectacle, elle m'a dit, t'avais raison. Et c'était quoi ça? Ils n'ont pas ri. Mon action, c'est de sauver la vie de Hamlet.
pour qu'ils ne boivent pas. The cup ne boit pas dans la coupe. Okay. Sinon, tu vas mourir parce qu'il y a du poison dedans. Donc, mon action, c'est, elle a joué l'action, pas de rire. Ah ouais, d'accord. Donc ça peut vraiment sauver une mise en scène aussi. Ouais, tu vois, tout le monde mort de rire quand... Et qu'est-ce qui faisait qu'il rigolait du coup? Qu'est-ce qui, tu Je penses? ne sais pas, parce qu'il n'y avait aucune intention derrière ce qu'elle disait. C'était simple. C'était mélodramatique, voilà. C'était du mélodrame. Il n'y avait aucune intention. Il n'y a aucun... qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Etc., etc. Qui a fait que c'était de l'émotion pure, qui venait de nulle part, qui allait nulle part. C'était un effet. Et c'est devenu mélodramatique. Parce que tout à l'heure, on parlait de Macbeth et tu disais quel horrible personnage. Et ça m'a rappelé une phrase que tu nous disais sur « il ne faut jamais qu'on juge nos personnages ». Oui. Et ça, est-ce que tu peux en dire deux mots? Par exemple, si tu dois jouer Hitler, on va prendre cet exemple parce que c'est le premier qui vient quand on parle du diable, mais comment, je pourrais prendre Poutine, par exemple, si tu dois jouer Poutine, comment tu peux, ou n'importe qui, ou Macbeth, tu vois, comment tu trouves une raison? Tu dis toujours qu'il faut que nos personnages ont leur raison. Oui. Et comment tu arrives à identifier, et comment tu arrives à justement raccrocher ces raisons de ton personnage à une expérience, si tu n'en as pas forcément fait l'expérience, ou si tu trouves, ou si tu es profondément en désaccord avec la raison même de cette action. Bon, alors, d'une part, regardez la règle du jeu. Parce que Jean Renoir dit, à un moment donné, tu comprends, ce qui est terrible chez les hommes, les êtres humains, c'est que tout le monde a ses raisons. C'est abominable, mais tout le monde a ses raisons. Et ça, c'est capital. C'est tellement juste comme expression de l'état d'être humain. Tout le monde a ses raisons. Hitler avait ses raisons. Poutine a ses raisons. Les siennes, pas les nôtres. Et c'est à partir de ça qu'il faut commencer en disant « je joue Poutine, je joue Hitler, il a ses raisons. Quelles sont-ils ? Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ?» Et il faut pouvoir être antipathique. Empathique. Il faut pouvoir être antipathique et ne pas avoir peur d'être antipathique, et il faut pouvoir avoir de l'empathie. C'est-à-dire que de se mettre dans les chaussures, les chaussettes, je ne sais pas comment dire en français. Les chaussures. Dans les chaussures d'une autre personne. Ça, si on n'a pas d'empathie, il ne faut pas être comédien. Ça, tu peux dire bonsoir. Ce n'est pas la peine. Il faut pouvoir se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et si tu juges ton personnage, en effet, si tu commentes, si tu fais un commentaire, ouais, mais lui il fait ça, mais moi je ne fais jamais ça. On voit des comédiens qui font ça. C'est très très clair qu'ils disent, ouais, ils prennent des distances. Et on voit qu'ils se séparent et qu'ils disent, qu'ils jugent leur personnage. Et à partir de ce moment-là, ils font un commentaire sur leur personnage. Et alors là, ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. Il faut pouvoir être empathique, il faut pouvoir bien dire, mais il a ses raisons, ce monsieur, de faire ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que Tartuffe fait ce qu'il fait? C'est pas parce que c'est un sale con ou un salaud, ou quoi. Il l'est peut-être, mais ça, c'est pas à moi, qui joue Tartuffe, de le dire. Ça, c'est au public de dire, oh là là, celui-là... Moi, je ne peux pas le jouer comme ça. Moi, il faut que je dise, mais oui, mais absolument, c'est la seule manière que je peux avoir une femme, c'est de tromper son mari, c'est de me servir de la religion, c'est etc., parce que je suis un pauvre type, je ne sais pas quoi. Comment jouer mais il faut qu'on puisse justifier les actions de Tartuffe, disons. Mais si on commence à jouer le sale con, le salaud, tu vois, t'es foutu, quoi. Ça devient une démonstration. Si tu joues l'avare ou Richard III ou je ne sais pas, en le jugeant, ça devient une démonstration. Alors là, j'aime autant rester chez moi, regarder la télé, quoi. Okay.
Mais je te dis, on peut trouver tout en soi. Les êtres humains ont tout en eux, à mon avis. Hein. Mais on se sert de très peu. Tu sais, on dit qu'on se sert de 10% de notre cerveau ou un truc comme ça. Capacité cérébrale, je crois que c'est moins même. On se sert ce dont on a besoin, en fin de compte. Et être comédien, ça veut dire essayer de se servir de plus de ce qu'on a l'habitude de se servir, de nous-mêmes. Alors, en tant qu'étudiant, tu fais de l'exercice physique, tu fais de la gym, tu fais du machin, pour tout à coup te dire « Ah mais ouais, mais attends, je me tenais jamais droit, maintenant je me tiens droit. Comment veux-tu jouer Juliette comme ça? Oh Romeo, why for out there Romeo? C'est pas possible, c'est infaisable. Mais si tu le fais oh Romeo, tu peux en fait essayer de le faire. Mais si tu es complètement collapsed en toi-même, physiquement, effondré en toi, c'est pas la peine de commencer. Ouais. Alors, bon, bah c'est pas compliqué. Tu fais de la culture physique, tu travailles ton corps pour qu'il devienne souple, pour qu'il devienne fort, pour qu'il devienne expressif. Et tu travailles ta voix la même chose, et tu travailles ton imagination et tes émotions de la même manière. Comme un tu muscle, les exerces. En fait. Ouais, c'est comme un muscle. Voilà, exactement. C'est vrai que dans la vie, on est tellement habitué à mettre une protection pour ne pas se... Voilà. Parce que sinon, on serait trop vulnérable, en fait. Voilà. Donc, on est habitué à mettre des boucliers au-dessus. Donc, le travail du comédien, c'est de se rendre vulnérable et de faire péter ses barrières. Ouais. D'enlever les boucliers, mais dans la knowledge... La connaissance. Non, dans le fait de savoir qu'en fait, on est sécure. Parce que pourvu qu'il y ait entre les comédiens, les metteurs en scène et tout le monde, la confiance. Si on n'a pas confiance avec les gens avec qui on travaille, c'est foutu. Okay. Mais si on a confiance, si on se sent libre, on peut découvrir des choses en nous-mêmes et dans les autres qui sont auxquelles on ne pense jamais pouvoir arriver, tu vois. On peut jouer Antigone, on peut jouer ces immenses choses avec un travail immense, mais immense. Ouais. Et du coup, si on devait terminer sur... si tu devais donner un conseil, soit que tu as reçu tard et que tu aurais aimé avoir plus tôt, ou alors avec toutes tes années d'expérience dans l'enseignement, si tu vois des pièges dans lesquels les comédiens et les comédiennes peuvent tomber, un conseil que tu aurais à leur donner, dans le travail, j'entends. Speak the truth. dis la vérité. Parle. Dis ce qui se passe en toi. Le nombre de fois que les gens ne disent pas, ils ont trop peur, je ne sais pas. Speak the truth. Speak the speech. Trippingly on the tongue, comme dirait notre Hamlet. Hein? Speak the truth. Dis la vérité. Tu sais, on dit souvent des comédiens, « Ah, vous êtes comédien, donc vous êtes bon menteur. » C'est absolument faux. C'est l'inverse. Un comédien, ce ne sont pas des menteurs. Ce sont des gens qui disent la vérité, mais eux, ils ont du mal à dire leur vérité et ils sont obligés de le dire à travers un personnage. Si tu as confiance, si tout le monde a confiance, Peter nous demandait de ne pas papoter dans le bistrot sur le travail qu'on venait de faire. Et c'est vraiment un très très bon conseil. Parce que si jamais j'ai fait quelque chose pendant les répétitions où je me suis rendu très vulnérable et que je vais au bistrot et que j'entends deux de mes camarades en train de dire « Oh, tu sais ce qu'elle a fait l'autre machin, putain, c'était oh là là !» Tu vois, ça y est, c'est fermé. Ça détruit tout, ça anéantit le travail en fait. Ça casse la confiance. Ça casse tout. Alors Peter nous disait, ne racontez pas, parlez du travail entre vous, bien sûr, mais pas derrière le dos, parce que là, on se sentit trahi. Et alors, en fait, oui, c'est trouver des moyens d'avoir confiance. Faites ce qu'il faut faire pour avoir confiance. Tout travail vient de la confiance, en soi et dans les autres.
Et la confiance, si on sent que les gens mentent, comment veux-tu avoir confiance? C'est pas possible. Si je sens que tu es en train de me raconter des bobards, eh ben je vais... Oh, ce que tu étais formidable, chérie. Oh, ce que tu étais bien. Ouais, ben, c'est pas vrai. Donc, je te fais pas confiance. Si tu me dis, ouais, c'était bien, un petit truc que tu pourrais peut-être mieux faire, tu dis, ah oui, bon, en effet... Mais c'est vrai que les gens n'aiment pas être critiqués. C'est l'ego qui prend, quoi. Ben oui. Et c'est vrai que quand on répète, si quelqu'un te dit, ah non, tu peux pas faire ça, hein, ou ah, tu veux vraiment faire ça? C'est comme ça qu'elle va le faire? Tu vois, c'est un travail, mais un vrai travail de pouvoir avoir confiance et de donner confiance. Et je dirais, ça en revient à dire la vérité. C'est un peu grand, peut-être. Non, mais j'aime bien. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Joe. Écoute, c'est un plaisir. J'espère que tu auras assez, que tu as ce qu'il te faut, là. Ah oui, là, j'ai pris une bonne leçon. Non, merci beaucoup. Okay. Merci. Merci.